Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Le livre a fait de vous un homme à la page qui, grâce à la presse, à la télévision, à la radio et au roman, a encore et toujours voix au chapitre. Vos récits racontent celles et ceux à qui vous êtes liés à la vie mais aussi à la mort. C'est le cas de Mes Fragiles, un livre dont paradoxalement la construction est d'une solidité à toute épreuve. Bonjour Jérôme Garcin. Bonjour Jacques. Alors on vous connaît comme journaliste, comme homme de télévision, comme romancier. Vous avez à peu près tout fait dans les médias, je crois. J'ai commencé très tôt, il faut dire. Oui. Et vous êtes toujours là, et nous aussi. Donc on va évoquer ce livre Mes Fragiles, qui est un livre très émouvant chez Gallimard, votre dernier roman. Et puis on va parler de votre parcours, car c'est le principe des clés d'une vie, pour celles qui vous connaissent et ceux qui ne vous connaissent pas. Alors, j'ai trouvé une date d'abord, c'est le 18 octobre 1981. C'est votre première télé où vous évoquez cet écrivain. Oui, je sortais un jour, c'était Albert Cohen, journal télévisé du soir, où vous êtes invité pour parler de la mort d'Albert Cohen pendant 2 minutes. Vous vous en souvenez? Totalement oublié. Voilà. Totalement oublié. Et oui, vous êtes tout jeune, on vous présente comme journaliste aux Nouvelles Littéraires. Mais j'étais aux Nouvelles Littéraires à l'époque. Et vous évoquez Albert Cohen. C'est un des rares grands écrivains que je n'ai pas personnellement connu. Oui. Et j'étais aux Nouvelles Littéraires depuis 3-4 ans, puisque j'ai commencé, en fait, je suis rentré aux Nouvelles Littéraires, j'avais 18-19 ans, quoi. Enfin, j'étais tout jeune. Oui, vous faisiez des piges pour la poésie dans une rubrique particulière. Alors non, ça c'était avant, quand j'étais en Cagne, au lycée Henri IV, j'avais créé une revue. Déjà le goût du papier, de la presse et des rubriques, et j'avais donc créé une revue qui s'appelait Voix, avec des condisciples de ma Cagne, et ça a été peut-être mon premier élément participatif à ce qu'allait devenir ma vie de journaliste. Voilà. Et donc vous rentrez en faisant des piges de poésie, et le Nouvelles Littéraires, c'était à l'époque un monument. C'est un journal qui a été créé en octobre 22 et qui a duré jusqu'en 85. Qui était un hebdomadaire culturel au sens large, pas simplement littéraire, dont évidemment il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui, qui avait beaucoup de succès, qui avait été créé par Georges Charançol et quelques autres. La librairie Larousse. La librairie Larousse. Et qui avait été repris ensuite par Philippe Tesson, à l'époque où il avait déjà le quotidien de Paris, le quotidien du médecin, avec sa femme Marie-Claude. Ils avaient repris les Nouvelles Littéraires. Et c'est là que j'ai fait mes débuts, je vous disais, à 19 ans, en faisant des articles sur le livre, sur la poésie, effectivement. Et c'est un souvenir merveilleux, parce que c'est l'époque où la presse pouvait être vraiment culturelle, ce qui est inimaginable évidemment aujourd'hui, et où quelqu'un comme moi qui venait je venais de faire une maîtrise de philosophie à la Sorbonne, c'est pour vous dire, pouvait exercer ce métier de journaliste tout en ayant le sentiment qu'il restait dans le monde intellectuel qui était le sien. Voilà. La rubrique s'appelait Semainier, je crois. Alors, Semainier était une rubrique à l'intérieur des Nouvelles Littéraires qui s'occupait de rendre compte de manière critique de l'actualité littéraire, cinématographique, artistique, musicale, théâtrale. Et je sais que être aux Nouvelles Littéraires, au départ, très jeune, ça impressionnait les filles. Je suis même pas sûr parce que là je vais parler sérieusement, c'était un journal qui ne jouait pas sur les pattes, et puis il faut dire la vérité, même si ça marchait, c'était pas non plus un succès planétaire. Il leur a fallu l'arrivée, à la demande de Philippe Tesson, au tout début des années 80, de Jean-François Kahn, pour transformer ce journal littéraire en un véritable hebdomadaire, à la fois politique et culturel, qui a connu à ce moment-là, un succès foudroyant. Alors votre passion, Jérôme Garcin, c'est le livre. Je crois que vous avez toujours lu. Surtout, avant même de lire, j'ai ce privilège inouï. J'ai eu beaucoup de drames dans ma vie, mais j'ai eu un privilège, c'est que je suis né dans un berceau de papier. Mon père était éditeur. Il était le directeur des presses universitaires de France. J'avais avec lui des relations absolument magnifiques. Et dès mon plus jeune âge, il m'a fait entrer dans sa bibliothèque, c'est-à-dire dans ses livres, dans sa passion pour les livres. Et j'ai le sentiment que, jusqu'à sa mort précoce, en 73, il avait 45 ans, j'ai vraiment l'impression d'avoir grandi avec un père qui était
plus qu'un père, qui était un tuteur intellectuel, un protecteur littéraire, et ça a évidemment énormément joué dans ce qu'allait être mon parcours. Oui, je crois que même pendant les vacances, il avait toujours une pile de manuscrits sur la table, et il travaillait sans arrêt, et des manuscrits très sérieux, parce que les presses universitaires de France, ça a été fondé au départ en 1921 par un collège de professeurs. Absolument, de la Sorbonne, mais il faut rappeler qu'il est mort en 73, donc mon père, Philippe Garcin, mais il faut rappeler qu'à cette époque-là, les sciences humaines que publiaient donc les PUF, ces sciences humaines avaient un succès colossal. Mon père était l'éditeur de Gilles Deleuze, de Michel Foucault, de tous les grands intellectuels de l'époque, des historiens comme Leroy Ladurie, de Bachelard. Et c'est une époque où, là encore inimaginable, on va faire beaucoup d'inimaginables aujourd'hui, mais où les sciences humaines se vendaient davantage parfois que le roman traditionnel, et où le monde entier, y compris les États-Unis, nous enviait ces très grands intellectuels dont mon père était l'éditeur. Et c'est vrai que après sa mort, beaucoup d'auteurs sont passés chez Gallimard ou ailleurs. Mais à ce moment-là, c'était un véritable vivier. Et les PUF, c'était plus que les PUF, c'était plus que l'université, c'était une certaine image du rayonnement de la France dans le monde entier. Et je me souviens de mon père partant régulièrement en voyage en Amérique latine, en Amérique du Nord ou en Asie pour représenter dans des expositions ce qu'était le fond éditorial des PUF. Est-ce que vous pouvez imaginer ça aujourd'hui ? Pas vraiment. Alors, il se trouve aussi que vous avez beaucoup lu enfant, et c'est assez rare. Et quand vous commenciez à lire Stendhal ou Flaubert ou Colette, c'était l'intégrale tout de suite. Ça, vous savez tout. C'est vrai que j'ai toujours beaucoup lu, et je dirais que j'ai encore davantage lu à la fin de mon adolescence, après la mort de mon père. C'était une manière sans doute en dévorant les livres, en les mangeant, presque comme l'a rappelé à une époque une très belle affiche de Gérard Philippe, en dévorant ses livres, j'avais besoin de tout lire. C'est-à-dire que quand tout d'un coup je découvrais une pièce de Giraudoux, je lisais tout le théâtre de Giraudoux. Quand je lisais une pièce de Claudel, je lisais tout Claudel, etc., etc. Stendhal, qui était une passion d'autant plus grande qu'elle était déjà celle de mon père, et qu'il me l'a transmise comme on transmet un héritage. Et c'était effectivement, j'étais un lecteur compulsif, mais d'intégrale. Alors, il se trouve en plus que vous preniez des notes sur un cahier en recopiant certaines phrases. Mais comment vous savez tout ça ? Je me suis un peu renseigné. J'avais des cahiers où je notais les phrases qui m'avaient Je me faisais mon propre dictionnaire de citations. Que j'ai d'ailleurs perdu, je ne sais pas où je l'ai mis, et c'était page après page, puisque je soulignais en plus dans les livres les phrases qui me touchaient, avec des petits commentaires en marge. J'ai beaucoup lu, mais j'ai aussi beaucoup abîmé les livres, hein, je le dis avec un crayon, mais enfin beaucoup abîmé, corné, et c'est vrai que c'était des citations qui ont beaucoup tourné autour de ce qui est devenu mon obsession, c'était sur la perte des êtres chers. Il était beaucoup question de mort, beaucoup question de nos disparus, mais malgré tout, c'est vrai que j'avais une tendance à penser que quand un livre me touchait, me plaisait, et on va peut-être y revenir à l'occasion d'un livre en particulier, je faisais en sorte, ou je feignais de croire que je l'avais aussi écrit. Oui, vous avez fini par en écrire d'autres. Alors, ce qui est étonnant avec vous, Jérôme Garcin, c'est qu'au départ, votre orientation, c'était pas l'écriture, mais la médecine, parce que c'est une tradition familiale. J'ai cru, à un moment donné, que j'allais prolonger un héritage fabuleux, puisque l'Académie de médecine à Paris, aujourd'hui, possède un arbre généalogique qui est unique, qui est le mien, c'est-à-dire du côté paternel et maternel, on remonte sur 7 générations de très grands médecins. Depuis la campagne de Russie de Napoléon. Absolument. Le chirurgien de Napoléon. On remonte à 7 générations de médecins dans toutes les disciplines. Et donc, côté paternel, du côté maternel, c'était de père en fils. Côté paternel, c'était sous forme d'escalier, c'est-à-dire l'élève épousait la fille de son patron. Le meilleur élève, d'ailleurs. Absolument. Et puis un jour,
cet arbre généalogique s'est coupé en deux quand le fils du professeur neurologue Raymond Garcin, c'est-à-dire mon père, a épousé ma mère, qui était la fille du pédopsychiatre, le professeur Clément Launay. Et en s'épousant, le paradoxe, c'est qu'ils ont mis fin, puisque ni mon père ni ma mère n'étaient médecins, ils ont mis fin à cette généalogie médicale unique en son genre. D'ailleurs, on parle même du syndrome de Garcin. Alors, le syndrome de Garcin, qui est une chose que je ne souhaite à personne, qui est une des nombreuses découvertes de mon grand-père neurologue, et qui porte son nom, effectivement, comme beaucoup de symptômes ou de syndromes portent le nom de Raymond Garcin. Ça, c'était votre première vie, parce que finalement, la médecine, vous avez abandonné à la mort de votre père. Exactement. Décidément, j'ai même plus de réponse à faire à Jacques Pessis, il sait tout avant. J'étais au lycée Henri IV, en terminale, quand mon père, donc j'avais 17 ans, mon père s'est tué d'une chute de cheval le 21 avril 1973. Ça a été pour moi un choc d'autant plus traumatique et traumatisant que 10 ans auparavant, j'avais perdu mon frère jumeau dans un accident de la route. Il avait été renversé sous mes yeux par une voiture. Et d'ailleurs, accident qui avait poussé mon père, qui était un pur intellectuel, je voulais rappeler, à se dépenser et à faire du cheval, qui était un sport à risque. Et c'est de ça qu'il est mort 10 ans plus tard. Et donc, quand mon père est mort, ce qui a déjà réveillé, évidemment, la violence de la disparition de mon double, de mon jumeau, j'ai tout abandonné de mes projets de faire de la médecine, comme on disait, de soigner. Et j'ai voulu épouser exactement le parcours de mon père, de manière, je dirais, presque plus que filiale, presque sacrée. Et mon père avait été aussi en Cagne, au lycée préparé normal, au lycée Henri IV. Et donc, je suis passé de la terminale qui me destinait à la médecine scientifique à la préparation à Normal Sup, qui m'a destiné à une vie littéraire, qui était celle de mon père. Et c'était un acte, oui, c'était une décision qui était consécutive à la disparition de mon père. Et vous avez fait aussi beaucoup d'autres choses. On en parle avec une autre date, le 4 avril 1982. À tout de suite sur Sud Radio avec Jérôme Garcin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jérôme Garcin, journaliste, écrivain. Nous parlerons tout à l'heure de ce nouveau roman, mais fragile, chez Gallimard. Et là, on revient à une date importante, 4 avril 1982, vos débuts d'animateur télé dans cette émission. Ouvert le dimanche. Première émission de télé, 3 heures le dimanche après-midi, ce qui était insensé, ce qui ne serait pas possible aujourd'hui, Jérôme Garcin. Mais c'est un truc de ouf, comme disent mes enfants. C'est-à-dire que je suis tout jeune. Je n'ai fait que de la presse écrite, c'est-à-dire les nouvelles littéraires, depuis, je vous l'ai dit, mes 19 ans. Et du jour au lendemain, Serge Moetti, qui est alors le nouveau patron de ce qu'on appelait à l'époque FR3, et pas France 3, m'appelle et me demande... Alors que je n'avais, encore une fois, jamais fait de télévision. J'avais fait de la radio, j'en faisais déjà un peu comme critique au masque et la plume. Mais de la télévision, jamais. Et du jour au lendemain, me demande de co-animer avec Jean-Michel Damian, qui était un critique et musicologue, de co-animer 3 heures, enregistrées à l'époque au But de Chaumont, à la SFP, 3 heures tous les dimanches après-midi, qui s'appelait Ouvert le dimanche, pour recevoir des écrivains, des cinéastes, des artistes, des musiciens. Et le seul avantage de cette commande hallucinante, sans préparation et sans faire même d'émission pilote. Oui, directement. Directement, du jour au lendemain, basculer. Et mon petit bonhomme, tu nous fais 3 heures d'antenne le dimanche après-midi. Ça a eu un avantage, c'est qu'évidemment, ça m'a tout de suite décomplexé. J'ai même pas eu le temps d'avoir ni de trac, ni d'émotion. Je me suis lancé. À l'époque, je parlais beaucoup trop vite, je bouffais mes mots, mais j'ai fait ça avec passion. Et ça a duré quand même quelques temps, puisque quand l'émission s'est arrêtée,
Serge Moati m'a demandé de rester dans la chaîne pour faire à ce moment-là une émission exclusivement littéraire qui allait être la concurrente d'Apostrophe, qui était à l'époque l'émission qui régnait sur le PAF littéraire. Et donc je suis resté ensuite sur FR3 pendant quelques années pour faire une émission littéraire. Alors justement, cette émission ouverte le dimanche, la première émission, il y a Jules Roy, grand écrivain, il y a Edgar Pierre Jacobs, que personne ne voit jamais, le créateur de Black et Mortimer, qui est une légende, et tout ça se passe dans la décontraction, et surtout face aux émissions de divertissement. C'était un risque énorme, Jérôme Garcin. Mais oui, mais il faut d'abord rappeler qu'à cette époque-là, il n'y avait que 3 chaînes de télévision. Vous voyez, quand j'ai fait 2 ou 3 ans après Boîte aux lettres, donc c'était le titre de l'émission littéraire que je produisais et animais sur FR3, il m'arrivait certains soirs, il y avait des soirs où je recevais Simone Signoret ou Jean-Claude Brialy, mais il y avait d'autres soirs où je consacrais mon émission à Peter Handke, à Georges Perros ou à Claude Simon, c'est-à-dire à des écrivains peu populaires. On faisait des très très bonnes écoutes. Et pourquoi ? Parce que il y avait 3 chaînes. Là encore, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est inimaginable aujourd'hui de faire une émission littéraire ou culturelle qui faisait des scores qui rendrait jaloux aujourd'hui la plupart des animateurs d'émissions culturelles à la télévision. Et d'ailleurs, juste avant vous, pour booster l'audience, comme on dit aujourd'hui, on passait en rocambole, feuilleton avec Pierre Vernier et Jean Topard, juste avant, pour que le public fan de feuilleton découvre ensuite votre émission. Ben ça, vous voyez, je ne le savais même pas, puisque moi j'étais à l'antenne et j'ai complètement oublié. Alors, il se trouve que les émissions littéraires à la télévision, Lecture pour tous, c'est l'ancêtre. Je ne sais pas si vous avez connu Pierre Dumayet, mais c'est lui qui a inventé les émissions littéraires dans les années 50. Non seulement j'ai connu Pierre Dumayet, mais j'ai beaucoup aimé Pierre Dumayet. J'ai lu Pierre Dumayet, on oublie qu'il a aussi écrit de très beaux livres. Et c'est vrai que Lecture pour tous, que j'ai énormément utilisé en élément d'archive dans mes émissions, est un trésor national. Vous trouvez aussi bien les grands entretiens où Dumayet pipe au bec interviewait François Mauriac, Henri de Monterland, Françoise Sagan, avec souvent Pierre Desgroupes. Souvent ils étaient en couple pour les interroger. Et c'est des documents, mais uniques. J'ai toujours pensé que, et surtout à cette époque-là, que la télévision aurait dû instituer presque l'obligation d'archiver, de mettre en archive, de filmer, de passer des heures parfois chez un grand écrivain pour les mettre en archive, pour laisser une trace de ce qu'ils ont été. Si la télévision avait existé au 19e, j'en voudrais beaucoup au directeur d'alors de ne pas être allé à Croisset filmer Flaubert ou Stendhal à Civitavecchia. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que moi, j'ai eu le souci quand j'étais à la télévision, comme Dumayet, de faire le maximum d'archives possible et de filmer le prix Nobel Claude Simon dans ses vignes ou encore une fois Georges Perros à Douarnenez. Voilà. Il se trouve que le cauchemar de Pierre Dumayet, ça a été un jour à Lecture pour tous, quand un écrivain est arrivé, Jules Romain, croyant que Lecture pour tous, c'était une lecture qu'on faisait de ses œuvres. Il a commencé à lire ses œuvres à l'antenne. Ça a été très difficile. Alors, l'émission a marché, et Boîte aux lettres, que vous avez fait ensuite, une émission littéraire, donc concurrente d'Apostrophe, se déroulait à Paris et en province, une fois par mois, ce qui était assez nouveau à la télévision, Jérôme Garcin. Oui, c'était là, pour le coup, c'était vraiment une volonté de cette chaîne FR3, ancêtre de France 3, qui était vraiment régionale, qui était tellement régionale que quand, par exemple, j'enregistrais 2 heures d'entretien avec Françoise Sagan à Paris, rue du Cherche-Midi, on faisait monter des camions techniques et vidéo de Limoges ou de Bourgogne pour venir enregistrer cette émission. Et effectivement, je me déplaçais pour aller faire des émissions spéciales en Bretagne, dans le sud de la France ou dans le nord, voire d'ailleurs dans les pays francophones comme la Belgique ou la Suisse. Mais c'était une volonté il faut jamais oublier que c'est une télévision, non seulement encore balbutiante pour ces 3 chaînes-là, mais que c'est juste après l'arrivée de Mitterrand à l'Élysée qui va bouleverser les ondes, ça on le sait avec les radios libres, mais qui va aussi essayer de provoquer un séisme, c'est-à-dire culturel, à la télévision.
Puis une autre émission qu'on connaît peu, mais qui a été aussi l'ancêtre de toutes les émissions de nostalgie. Il y en a beaucoup aujourd'hui, il n'y en avait pas à l'époque. Et vous avez, pendant un été, fait une émission de nostalgie, à la fois sur la chanson, la littérature et l'actualité. 10 émissions pendant l'été. Alors j'ai complètement oublié ça. Eh oui. C'était novateur, c'était Nostalgie été, quelque chose comme ça. Et il y a 10 émissions d'été où il y avait aussi bien Claude François que Soledad Chine et vous parliez de l'actualité. Ah ben, vous voyez, ça fait partie de mes petites cases d'amnésie. Ça s'appelait Nostalivre, exactement. Vous avez pas revu? Moi, j'ai revu les images, en tout cas. Vous en Et souvenez? c'est moi qui anime ça? Bien sûr. Oh là là, c'est terrible, hein. C'est terrible. On fait tellement de choses. Je savais que je prenais des risques en venant vous voir, mais alors là, à ce point-là, oubliez ça. Alors, il se trouve aussi que à cette époque, vous êtes journaliste, vous allez devenir critique, parce que finalement, au bout de quelques années, vous dites, je préfère être critique finalement que journaliste. Non, après les nouvelles littéraires, ça a été l'événement du jeudi. Tout à fait. Après l'événement du jeudi, l'Express, et après l'Express, l'Obs. J'ai toujours au contraire voulu être les deux à la fois, c'est-à-dire critique. J'aime lire, j'aime rendre compte de mes lectures ou de mes projections de cinéma ou des spectacles et du théâtre. Mais j'ai toujours pensé que le journalisme, et surtout le journalisme culturel, était d'abord indispensable à ma propre vie, mais d'une très grande utilité. C'est-à-dire que, d'ailleurs, 2 de mes livres sont Littérature vagabonde et Les livres ont un visage, sont le produit de ces voyages que je faisais, qui étaient des voyages de critiques et de journalistes, pour aller à la rencontre des écrivains que j'admirais chez eux. René Char à l'Île-sur-la-Sorgue, Julien Gracq à Saint-Florent-le-Vieil. Donc au contraire, je pense que la critique est indispensable, et c'est pas l'animateur du Masque et la Plume qui vous dira le contraire, mais en revanche, je pense que le journalisme, c'est-à-dire faire de l'enquête, du reportage, du portrait, se déplacer, a toujours été, en tout cas, dans les journaux où je suis passé, une de mes tendances fortes. Voilà. Il y a eu d'autres moments forts, on va les évoquer à travers une date antérieure, le 7 mars 1965. À tout de suite sur Sud Radio avec Jérôme Garcin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jérôme Garcin. Ce roman, mais fragile chez Gallimard, on en parle tout à l'heure. On parle de votre parcours, donc vous êtes journaliste, homme de télévision, écrivain, critique. Et puis, alors j'ai trouvé une date qui ne vous correspond pas exactement, mais qui est importante dans votre vie. Le 7 mars 1965, dans cette émission Dim Dam Dom, dont voici le générique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission Dim Dam Dom. Et c'est la seule fois où Anne Philippe est intervieweuse d'un soir. Elle interroge 2 femmes enceintes sur l'état de mère et les conditions que cela pose. Vous connaissez cette séquence? Pas du tout. Voilà. Et c'est la seule fois, sans doute, dans les archives, où on la voit en journaliste. Et Anne Philippe a été chère à votre cœur pour des tas de raisons. Et vous l'avez découverte très jeune par un roman qui racontait les dernières années, les derniers mois de la vie de Gérard Philippe, Jérôme Garcin. Je vous le disais, mon père vient de mourir en 73. Ça a été précédé par la mort de mon jumeau. Je suis très choqué par ce qui m'arrive. Et je tombe sur un petit livre qui n'est pas un roman, qui s'appelle Le temps d'un soupir, d'Anne Philippe, qui est un récit dans lequel elle raconte de manière terriblement juste et en même temps forcément cruelle la mort de son mari, de Gérard Philippe. La manière dont ils ont vécu ces derniers instants. Je vous rappelle qu'il est mort, il avait 36 ans. Et je lis ce texte, je la note, bouleversé. Et là, une fois encore, j'ai l'impression que ce livre, c'est moi qui est en train de l'écrire, tellement elle parle du manque insupportable de l'être aimé, comme si c'était moi qui l'avais écrit. Et à la fin, je me souviens, donc j'ai 17 ans et demi, j'envoie une lettre à son autrice, à Anne Philippe, que je ne connais pas, sans doute chez son éditeur. Et miracle, elle me répond. 3 mots, merveilleux. Je comprends votre souffrance, mais il vaut mieux souffrir, en gros ce qu'elle dit, il vaut mieux souffrir que d'avoir une vie indifférente. Je pense bien à vous.
Et moi, je suis tellement ému de recevoir une réponse que je lui écris à nouveau une lettre. Et puis elle me répond à nouveau. Et puis, à la fin, elle me dit, mais écoutez, arrêtons de nous écrire, passez me voir. J'habite au 17 rue de Tournon. Et pour le jeune homme que je suis, l'adolescent mal fini que je suis, elle est moins en tout cas la veuve de Gérard Philipe que l'écrivaine que je viens de découvrir. Et non seulement elle était écrivain, mais elle a été aussi femme de télévision. Elle a signé des reportages dans les pays lointains pour la presse et pour le cinéma. Parce qu'elle était de formation, elle était ethnologue. Exactement. Elle était ethnologue, elle avait fait notamment son premier livre, s'appelle Caravane d'Asie, et c'est tout son périple pour suivre la route de la soie. Qui était son premier métier. Et à l'époque, d'ailleurs, il y avait très peu de femmes qui passaient au cinéma ou à la télévision en parlant de ce genre de reportage. Bien sûr. Le magazine de l'explorateur de Pierre Sabag était la seule émission où il y avait que des hommes. Absolument. À l'époque, c'était vrai de beaucoup d'univers. Et donc, j'arrive rue de Tournon chez Anne Philippe et je rencontre une femme absolument merveilleuse qui devient une amie, chez qui je vais prendre le thé ou déjeuner, qui me parle avec une confiance rare, il faut le dire. C'était une femme très très secrète pour ce qui était de sa vie privée, qui me parle de Gérard, qui me parle des derniers instants de la vie de Gérard Philippe, qui me confie des choses, moi je lui en confie. Et voilà, et les années passent, et un jour, au 17 rue de Tournon, je vois tout d'un coup arriver une jeune fille absolument ravissante, blonde, avec un petit chien au pied, et qui portait les cuissardes et la chemise blanche de Fanfan la Tulipe. Elle passe, elle nous méprise, on prenait un thé tous les deux, sa mère et moi. Elle nous méprise un peu, elle allait prendre des affaires dans sa chambre de jeune fille. Elle repart, elle claque la porte du 17 rue de Tournon, et Anne Philippe se tourne vers moi et me dit « ma fille ». Et moi, évidemment, je suis totalement amoureux de cette beauté fugitive, passagère, furtive. Et je lui demande le numéro de téléphone de sa fille, Anne. Et c'est comme ça que quelques semaines après, je l'ai invitée pour un 31. Et notre histoire a commencé. Et vous voyez, souvent, on me demande parfois quel est le livre qui a changé votre vie. Et certains citent de très grands auteurs du 19e ou du 18e siècle. Moi, je dis, c'est un petit livre qui s'appelle Le temps d'un soupir. Parce que non seulement il a sauvé l'adolescent très endeuillé que j'étais à l'époque, mais en plus, il m'a permis de rencontrer la femme de ma vie, puisque j'allais l'épouser en 1979, et nous avons 3 enfants. Donc, c'est vraiment ce livre-là qui a bouleversé mon existence. Et il faut savoir qu'il y a un point commun entre vous et Anne-Marie Philippe avant que vous vous rencontriez. Vous avez failli être médecin, elle a failli être biologiste, et finalement, elle s'est fait un prénom parce qu'elle a joué l'infante dans Le Cid et la reine d'Henri Blas, et c'était pas évident au départ quand on est la fille de Gérard Philippe. Contrairement à ce que l'on peut croire, être la fille d'un comédien mythique n'est pas un privilège, c'est plutôt un handicap. Et elle s'est battue, puisque j'en ai été le témoin, comme une lionne, pour jouer formidablement sur scène au théâtre. Notamment, elle a été une Alouette de Jean Anouilh à pleurer, une Jeanne d'Arc à pleurer. Beaucoup au cinéma, aussi bien avec Francis Giraud qu'avec Michel Drache. Beaucoup à la télévision, à une époque où la SFP produisait de formidables dramatiques. Et puis elle a fini par créer un cours de théâtre, donc c'est vrai que elle a eu beau porter ce nom, elle a jusqu'à l'année dernière, qui a été le centenaire de Gérard Philippe, où là elle a été très présente partout, évidemment pour honorer la mémoire de son père. Elle a réussi à être la fille de son père dans le meilleur sens du terme et le plus artistique qui soit. D'ailleurs, vous avez écrit un livre sur Gérard Philippe, sur la dernière année, et en même temps, le dernier Hiver du Cid, et ça a été un film de télévision avec des documents qu'on n'avait jamais vus, qui est passé à Noël dernier. Oui, parce que Anne-Marie a voulu donner, comme ce film suit très fidèlement mon livre, Le dernier Hiver du Cid, c'est-à-dire les semaines
qui ont précédé la disparition de Gérard Philipe, Anne-Marie a voulu donner évidemment des images très intimes, notamment on voit ces scènes au début du film qui sont à pleurer de beauté et d'émotion, que sont Gérard Philipe nu avec sa femme et leurs 2 enfants, Anne-Marie et Olivier, sur la plage de Pamplonne, à l'époque où c'est une plage vide, il n'y a personne, puisque leur maison à Ramatuelle se trouvait juste à côté de la plage, et ils sont là comme sur ces Robinson Crusoe, et ces images merveilleuses qui sont le dernier été de bonheur et de vie de Gérard Philipe à Ramatuelle, elle les a donnés à Patrick Jeudi qui a réalisé ce film. Il faut savoir aussi que beaucoup d'habitants de Ramatuelle se souviennent de Gérard Philipe. Moi, je me souviens des plus vieux qui me disaient, on était étonnés parce qu'on le voyait à la télévision ou au théâtre, et là, il était avec son tracteur dans la campagne, et c'était le paysan type de la région. Parce qu'il était très manuel, il avait horreur des mondanités, ça tout le monde le sait. Et il aimait construire, il aimait à Ramatuelle, à la Roulière. C'est lui qui, avec le maçon, refaisait la vieille ferme qui était leur maison, les restants, qui plantait, qui déplantait. C'était un homme de la terre. Et d'ailleurs, c'est là qu'il aurait voulu, je pense, passer le plus clair de son temps s'il avait vécu. Et il faut préciser que le festival de Ramatuelle dont on parle, à l'origine, c'est le festival Gérard Philipe. Absolument. On l'oublie un peu trop. Qui est devenu le festival de Ramatuelle, mais c'était le festival Gérard Philipe, créé par ma belle-mère, par Anne Philippe. Alors, il se trouve aussi que vous avez une passion en commun avec Anne-Marie Philippe, c'est le cheval. Et le cheval, malgré la mort de votre père, grâce à votre fils, Jérôme Garcin, ça a été un déclic, vous êtes monté sur un cheval. Oui, après la mort de mon père, après cette chute de cheval fatale, moi j'ai vraiment fui l'animal, je me suis détourné de lui de manière évidemment trop violente, mais ça allait, même quand j'en voyais dans des champs, dans des prés, je les contournais. Et puis un jour en Normandie, mon fils aîné, notre fils aîné Gabriel, qui avait 6 ans, s'est mis à faire du poney. Et puis un jour, évidemment, m'a dit « Papa, tu devrais toi aussi », il m'a tendu les rênes de son poney, « Tu devrais aussi monter ». Et je lui dis « Pourquoi pas, mon chéri ?» Et je me suis remis à cheval. Et petit à petit, je me suis réconcilié avec l'animal, tellement réconcilié que j'ai compris que peut-être ce cheval-là avait peut-être tué mon père, mais qu'il lui avait aussi offert ces derniers moments de félicité, de bonheur. Et donc, c'est devenu une passion familiale, vous le disiez, Anne-Marie, nos enfants. Ça a pris de plus en plus de place dans nos vies. On a eu nos chevaux. J'ai toujours le mien, que je monte beaucoup. Et je vais même plus loin dans la gratitude que j'ai maintenant pour lui. C'est que je pense que si je n'avais pas renoué avec le cheval, je n'aurais sans doute jamais écrit les livres que j'ai écrits. Parce que tout d'un coup, la selle est devenue mon divan. Et j'ai osé dire des choses que je ne voulais pas dire auparavant. Et il y arrivait même que vous soyez en selle et que vous trouviez un titre ou une Absolument. Mais beaucoup de mes livres, les débuts de mes livres, les titres me sont venus quand j'étais en pleine campagne, comme ça, seul avec mon cheval. C'était des moments uniques. Et je descendais ensuite et je recopiais ce qui m'était venu pendant ces longs extérieurs avec mon cheval. Et alors, autant le cheval vous passionne, autant la comédie, si vous n'avez pas connu Anne-Marie, ne vous aurait pas intéressé. Vous avez connu la comédie française, mais à part ça, c'était pas votre univers. Ah mais moi j'étais un fou de théâtre, j'ai toujours été un fou de théâtre. Ma grand-mère m'avait inscrit à la Comédie Française quand j'étais tout petit. J'ai vu aussi bien les débuts d'Isabelle Adjani que les maîtres Robert Hirsch et les autres. J'ai toujours été un passionné de théâtre et c'est vrai que je n'ai jamais davantage aimé Anne-Marie que quand elle était en scène. Voilà, mais Isabelle Adjani, finalement, elle a commencé à Reims, elle est venue ensuite à Paris à la Comédie Française. C'était une merveille de la voir, c'était rarissime de la voir. Peu de gens l'ont vue à la Comédie Française. Oui, moi je l'ai vue dans Ondine, où elle jouait avec Jean-Luc Boutet, cette pièce de Giraudoux, elle était mais sublime de pureté. Et puis dans Agnès de l'École des Femmes, où elle était renversante. Ça a été, pour moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec son parcours cinématographique, mais alors, c'était un moment, mais de miracle.
pur à la Comédie Française, oui. On va continuer à parler de vous et surtout de votre livre Mes Fragiles à travers la date de sa sortie, le 5 janvier 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Jérôme Garcin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jérôme Garcin. Donc, le 5 janvier 2023 est sorti Mes Fragiles chez Gallimard. Un roman, une fois de plus, personnel. C'est un double drame personnel puisqu'en l'espace de 6 mois, Jérôme Garcin, vous avez perdu votre mère et votre frère, Laurent. Oui, ma mère est morte en 2020, en septembre 2020. Et de complications que j'ai envie d'appeler les complications de la vieillesse, la grande vieillesse, en souffrant beaucoup. Je ne pensais pas qu'on pouvait autant souffrir à l'hôpital en 2022. Et 6 mois après, je dis bien 6 mois après, mon frère cadet, Laurent, est mort du Covid à l'hôpital Pompidou. Et c'est ce rapprochement de ces deux morts, évidemment, a été une période cauchemardesque de ma vie, mais ça, à la limite, ça ne regarde que moi. Mais je voulais peut-être aussi dans un livre raconter ce qui a aggravé le cas de Laurent, de mon frère, c'est-à-dire une maladie génétique que moi j'avais découverte en 2010, en faisant des tests à la Salpêtrière, et dont mon frère était lourdement atteint, qui est le X fragile, qui est une anomalie génétique de ce chromosome X, et qui, dans certains cas, c'était le cas de Laurent en tout cas, lui avait donné les symptômes de l'autisme, qui est une maladie très grave, qui est héréditaire. C'est la deuxième cause de déficience mentale après la trisomie 21, pour qu'on ait une idée, que les gens aient une idée. Mais la découverte du mécanisme moléculaire du chromosome X ne date que de 1991. D'où le fait que beaucoup de familles sont atteintes de ce chromosome X sans toujours le savoir. Et le problème de l'hérédité de cette maladie, c'est que plus elle passe d'une génération à l'autre, plus le mal s'amplifie. Et donc, il faut l'enrayer à un moment donné. C'est pour ça que j'avais été alerté par un médecin de la famille qui a fait que j'ai fait, moi et ma fille, un test à la Salpêtrière. Et Laurent, donc, dans les facteurs de comorbidité, il y avait ce dont il était atteint, l'obésité, le diabète, enfin plein de causes, mais il y avait aussi ce X fragile qui évidemment ajoutait au peu de chance qu'il avait de s'en sortir. Et je voulais raconter donc évidemment ce que c'est que de perdre en 6 mois 2 êtres auxquels on est biologiquement, passionnément, affectivement, follement attachés, mais en même temps raconter ce que c'est qu'un mal qui court dans une famille et qui fait des ravages. Oui, et vous en avez été averti très tard, c'est presque un secret de famille. Vous ignoriez tout de cette maladie, Jérôme Garcin. Tout, mais vous avez parlé en début d'émission de mes aïeux médecins, mais même mon grand-père qui vivait toujours, mon grand-père Clément Launay, le pédopsychiatre, qui s'interrogeait sur la situation étrange de Laurent et d'autres personnes de la famille, ne pouvait pas savoir, puisque encore une fois, la découverte du mécanisme moléculaire date de 1991. Donc c'est tout récent, tout récent. Et c'est presque un traumatisme pour vous, parce que vous risquez de le transmettre à vos enfants. Je suis porteur, ce qu'on pourrait appeler un porteur sain. J'ai fait les tests avec ma fille, puisque j'ai transmis à mes 2 garçons mon Y et à ma fille le X. Donc mes garçons sont hors d'affaires, mais ma fille évidemment a fait ce test. Elle est également porteuse. Elle a une fille qui est ma petite fille, qui est une merveille absolue.
qui a 4 ans et demi aujourd'hui, pour vous faire un aveu, je sors avant votre émission de l'avoir emmenée, je suis allé chercher à l'école pour déjeuner avec elle, qui est une merveille absolue, mais on a découvert, quand ma fille a fait une amyosynthèse, à 4 mois, que ma petite fille était porteuse. Donc, si vous voulez, pour des raisons à la fois légitimes et illégitimes, ça a créé chez moi un sentiment de culpabilité parfois très dur à vivre, parce que j'ai transmis ce que je ne voulais pas transmettre et dont j'ignorais que j'étais porteur. C'est une situation mentale très, très lourde. Je ne vous cache pas que, en plus, même quand on est comme moi porteur sain, on n'est pas à l'abri de problèmes neurologiques qui peuvent arriver, ce que m'ont expliqué les médecins, du jour au lendemain. Donc c'est une maladie très, très sournoise, très dangereuse, évidemment, parce qu'elle est héréditaire, mais aussi très imprévisible. Alors, il se trouve qu'écrire un livre de ce genre, bon, vous avez écrit beaucoup de livres intimes, mais celui-là a dû être particulièrement difficile à écrire, Jérôme Garcin. Très difficile, très difficile. Très difficile. C'est un livre dont j'ai enlevé d'ailleurs ce qui est... J'enlève toujours, mais là, j'ai vraiment enlevé énormément de pages, parce que je ne voulais pas être complaisant, d'une part. Il n'y a rien de pire qu'un livre de chagrin absolu qui tombe dans la complaisance. Donc j'ai voulu enlever beaucoup, aller vers le plus net, c'est-à-dire évidemment ce que j'ai éprouvé, ce que j'éprouve toujours, parce que perdre son frère cadet et sa mère au même moment presque, c'est très insupportable, mais les conduire dans un même caveau de Seine-et-Marne où il y a déjà votre père, votre jumeau, et vous avez l'impression que tout d'un coup c'est votre vie qui se dessine tout d'un coup sur ce tombeau, avec ces drames successifs, fondés souvent sur des accidents, pour mon jumeau et pour mon père. Et en même temps, j'ai voulu aussi être l'héritier des médecins, en désignant de manière très précise, sans aucune forme de littérature, presque médicale, ce qu'était le syndrome du X fragile. Alors, vous évoquez la mort, mais en même temps, ce livre qui est très émouvant et qui va toucher beaucoup de lecteurs, parce que tout le monde se retrouve un jour dans cette situation de mort, justement. Et il y a quand même une leçon de vie par votre mère qui a dansé jusqu'à 80 ans, Jérôme Garcin. Ceux qui ont lu le livre me disent que c'est plus un livre de joie qu'un livre de deuil, et c'était exactement ce que je voulais. Rappeler d'abord que ma mère était une peintre paysagiste merveilleuse, magnifique, et qui toute sa vie, après la mort de son mari, après la mort de son fils, mon jumeau, a toujours été d'une insolente joie de vivre, douée comme c'est pas permis, mais surtout elle rayonnait, vraiment elle rayonnait. Et mon frère cadet, lui aussi peintre abstrait, a laissé des toiles qui sont le contraire de l'homme que j'ai connu, c'est-à-dire ombrageux, ayant un mal fou à s'exprimer, très enfermé sur lui-même, mais dont les tableaux étaient des explosions, qu'on peut voir sur Internet d'ailleurs, des explosions de couleurs, de joie, comme des revanches sur le destin qu'il avait privé de beaucoup de choses. Et c'est ce côté hymne à la joie, justement. Votre mère avait un hymne, c'est cette chanson, Jérôme Garcin. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés. Le tourbillon de la vie de Jeanne Moreau. Alors je ne sais pas si vous le savez, elle entend un jour cette chanson chez son voisin, Serge Rezvani, et elle est en voiture avec Truffaut, et elle va lui faire écouter la chanson et le convaincre de prendre cette chanson dans Jules et Gilles. Absolument. Et cette anecdote s'est passée à la gare de Fresnay. Voilà, exactement. Alors c'est vrai que c'était un hymne pour elle, le tourbillon de la vie. Oui, et ça lui ressemblait. D'abord, c'est ce qu'elle nous faisait écouter. Elle me faisait écouter, si j'étais malade, si j'avais la grippe, n'importe quoi, elle me faisait écouter Barbara et le tourbillon de la vie, qui était devenu effectivement son hymne, non pas national, mais personnel. Et Barbara, justement, il y a une histoire, car Barbara est devenue très proche de votre fils Gabriel quand il avait 6 ans, Jérôme Garcin. Oui, ça a été une histoire merveilleuse. Elle était en tournée à Ramatuelle, justement, elle chantait à Ramatuelle.
Et je suis allé la voir avec Gabrielle en répétition l'après-midi. Et elle s'est prise de passion pour Gabrielle, qui avait 6 ans à l'époque. Elle l'a envoyé à Saint-Tropez acheter un cadeau. Il est revenu avec un appareil photo qui était un Polaroid. Il a passé l'après-midi à photographier sur la scène du théâtre de Ramatuelle Barbara, qui avait pourtant horreur des photos. Et le soir, elle a chanté pour un petit garçon que j'ai rencontré cet après-midi, qui était Gabriel. Et c'est devenu une amitié triangulaire incroyable. Et on allait passer des journées à Précy, sur Marne, avec Gabriel, chez Barbara, à qui j'ai appris à faire du thé, elle ne savait pas en faire. Et c'est devenu une très belle amitié jusqu'à ces derniers jours. Et j'ai écrit un livre qui s'appelait Clair de nuit, où je raconte la manière dont peut-être le sourire d'un petit garçon blond qui était Gabriel a illuminé la fin de sa vie. Oui, et en même temps, le début de sa vie a été illuminé par Denise Glaser, qui la repère dans un cabaret. Absolument. Et elle va lui faire Discorama avec un faux disque. Parce qu'à l'époque, elle n'a pas enregistré la moindre chanson. Et pour passer Discorama, il faut un disque. Et ça a été un mensonge qui a servi à la carrière de Barbara. Je ne sais pas si vous le saviez, Jérôme Garcin. Ça, je ne le savais pas. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en plus, Denise Glaser avait vraiment le profil de Barbara. Exactement. Alors, j'en reviens aussi à votre frère, parce que finalement, il a passé les derniers mois de sa vie, vous étiez devenu son tuteur, dans une maison de famille qui est un relais de la Poste, qui est aussi lié à vos jeunes années, Jérôme Garcin, à Bray-sur-Seine. C'est la maison où nous avons grandi, qui est à Bray-sur-Seine. C'est dans ce cimetière de Bray-sur-Seine que tous les miens sont enterrés. Et cette maison, ce petit parc dans une ville qui n'est pas Saint-Tropez, hein. Des vieilles rues, voilà, c'est le Provinois, c'est la Bassée. Ça a été la maison de nos vacances, la maison du bonheur. Et Laurent et ma mère y ont passé leurs derniers étés. Ma mère ayant un mal fou à se déplacer, mon frère très enfermé sur lui-même, allant boire une menthe à l'eau sous la halle. Et pour moi, c'est cet attachement qu'ils avaient à ce lieu où moi, qui était celui aussi où j'ai été heureux avec mon jumeau Olivier, où toute notre vie s'est dessinée finalement. Ce lieu est devenu aujourd'hui ce lieu où ils dorment pour toujours, et je trouve ça très bien et très beau. Et vous vous êtes interrogé à une époque de votre vie, lorsque votre frère a été atteint du coronavirus, vous avez demandé aux médecins de l'aider. En même temps, vous vous êtes interrogé, est-ce qu'il faut l'aider, est-ce qu'il ne faut pas mettre fin à ses souffrances, Jérôme Garcin? C'était tout près d'ici, hein, c'était à l'hôpital Pompidou, et c'est vrai que j'étais partagé. C'était le choix de Sophie, c'est-à-dire que Laurent donc avait attrapé le Covid, il était en réanimation, il était intubé. Ça a duré pendant plusieurs semaines, plus de 3 semaines. Et je voyais ce corps dans une forme de coma, intubé donc dans ces salles qui étaient à l'époque très 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 remplies. Et moi je disais aux médecins qu'il fallait tout faire pour le sauver, qui était un cri de son frère. Je voulais qu'il vive, et en même temps avec cet effroi à l'idée qu'il sorte de l'intubation et de la réanimation dans un état qui aurait été encore pire à cause du X fragile. Et je me disais, je ne supporterais pas l'idée que ce soit un légume et qu'il soit doublement handicapé. Et donc, j'avais ce discours avec les médecins qui était ambivalent, c'était sauvez-le, mais ne le sauvez pas à n'importe quel prix. Et finalement, il est mort de mort naturelle. Vous le racontez de manière très émouvante dans ce livre, et Jérôme Garcin, vous évoquez aussi votre mère, et ce genre de roman est rare et vraiment peut toucher tous les cœurs, et celles et ceux de nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci de l'avoir écrit, et puis que vous continuerez comme ça. Maintenant, l'aventure continue, vous n'allez pas vous arrêter comme ça. Ah, je continue à écrire, je crois que c'est peut-être aussi de plus en plus ma raison d'être et de vivre. Eh ben, ne changez surtout rien. Merci Jérôme Garcin. Le livre s'appelle Mais Fragile, chez Gallimard. Je le recommande à celles et ceux qui nous écoutent. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.